ma mère ne me croit pas. Mes parents, très cartésiens, ma mère extrêmement peur. On ne parle pas de ça dans la famille. C'est pas possible, ce sont des gens totalement, athées et il faut surtout pas parler de ça. Donc je me retrouve seule face à moi-même et à vivre avec, des nuits, très compliquées, très difficiles parce que je dors peu, je ressens leur présence, je ressens, qu'il se passe des choses et c'est extrêmement compliqué. J'avais 7 ans, je dormais chez ma copine comme on fait toujours quand on est en primaire, hein, de temps en temps et en fait, on est dans la salle de jeu et je dis à ma copine, «Mais c'est bizarre, il y a d'autres enfants» et là, elle me regarde et elle rigole et elle me dit n'importe quoi. Et plusieurs fois, j'ai été dormir chez elle et une nuit, un soir pareil, je lui redis pareil: «Il y a les enfants qui sont là» et une nuit, sa mère entend du bruit comme si on jouait à la balle et le lendemain matin, on se fait, fortement disputer: «Oui, vous avez joué à la balle et tout», alors que non, pas du tout, on dormait et il s'est avéré que cette copine m'a contactée, des années plus tard, il y a à peu près 5 ans, pour me dire que tout ce que j'avais, pu, percevoir dans sa maison s'est avéré vrai. Ses parents avaient fait venir quelqu'un et effectivement, il y avait eu des enfants emmurés dans cette maison. Encore une fois, ça reste ma vérité, mais on ne peut pas, je pense, développer des capacités et accompagner des gens si on ne fait pas une introspection profonde sur soi. Je dis pas que j'ai tout réglé, je dis que j'ai réglé beaucoup de choses, mais c'est l'histoire de notre vie de régler des choses, d'avancer pour soi et pour se sentir bien et pour être en accord avec soi, pour être aligné. C'est un boulot de tous les jours. Mais régler le plus gros, nos histoires, que ce soit de vie antérieure, d'enfance ou autre, tout ça, il y a des choses à régler. C'est important de faire le boulot, mais c'est surtout important de faire le boulot et d'accepter pour pouvoir, par la suite, faire quelque chose des capacités qu'on a. Si on ne le fait pas, pour moi et encore une fois, ça reste ma vérité, mais si on ne le fait pas, pour moi, on le fait avec l'ego. Et lui, le défunt est là et en fait, le défunt, pour le coup, il est assez dans l'humour, il est assez marrant et il lui dit comme ça, et puis c'est assez compliqué pour moi de lui transmettre parce qu'elle est pas bien, elle est en train de pleurer et il lui dit: «Non, mais il faut que tu dises à la cruche qu'elle arrête là». Et là, je dis: «Waouh, elle est en train de pleurer, il faut que je lui dise ça, c'est compliqué». Puis là, je lui dis: «Bah, écoutez, moi, j'ai votre frère qui est là, il se présente, il a un t-shirt assez particulier parce que et il me dit de vous parler du t-shirt. Donc c'est le t-shirt de Superman» et là, elle me dit: «Oui, c'est dans ces vêtements-là que je l'ai retrouvé pendu» et il me dit, ben, la phrase, c'est, bah: faut que tu arrêtes la cruche» et là, elle se met à rigoler. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Chris, alias Chris, la voix des anges. Chris est médium de naissance et elle nous parle de son parcours, de son très long parcours d'acceptation qui est passionnant. Chris nous explique que avant d'accepter cette médiumnité, ces connexions, elle avait des messages toujours très durs, beaucoup de défunts, beaucoup de décès, mais ça, elle en parle bien mieux que moi. Et à partir du moment où elle a accepté cette médiumnité, où elle a accepté de se laisser traverser, sa vie a changé. Un grand merci à Chris qui a accepté cette invitation, qui a accepté de venir transmettre. C'est sa première émission, je suis très touchée qu'elle l'ait acceptée. Et merci à vous aussi d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et aussi à vous abonner. Un grand merci à vous. Ça soutient énormément la chaîne et vraiment, je suis archi reconnaissante. Je vous rappelle aussi que cette émission, c'est la vôtre. Donc, si vous voulez venir partager vos expériences, votre chemin, votre travail, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse entre Chris et moi. Bonjour Chris, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, déjà j'adore ton décor, j'adore ta pièce, j'adore l'endroit où tu es, on va être bien. Merci Je voulais savoir comment vas-tu?
Bah, très bien, bonjour à toi. Je vais très bien. Je suis très contente, d'être sur ta chaîne aujourd'hui et de pouvoir partager, ce moment, avec toi et avec tout le monde par la suite. C'est un réel plaisir, d'autant plus que tu fais partie de celles et ceux que j'ai eu la chance d'avoir en consultation. Tout à Et fait. il y a une petite ampoule là qui s'allume en disant: «Attends, ça peut aller sur la chaîne d'interview. Tu es pas la seule» et j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça, parce qu'il y a vraiment une belle connexion qui se fait et puis j'espère, un peu de visibilité aussi, en passant en émission. Bah, oui. Hem, alors la voix des anges, pourquoi la voix des anges? Tu vois, on commence avec un sujet très, très large. Ouais. Pourquoi Chris, la voix des anges? Alors pourquoi Chris, la voix des anges? Parce que, tout ça, ça a commencé quand j'étais petite et que, ça a commencé par des enfants qui, ont commencé à me parler quand j'avais 7 ans et pour moi, ce sont mes petits anges qui, m'ont ouvert, ce chemin. Voilà. Et par la suite, il y a eu, plein d'autres petites choses qui se sont passées, dans ma vie qui m'ont ouvert, ce chemin, de médiumnité que j'ignorais à l'époque et que j'ai appris par la suite où j'étais médium de naissance, en fait. Eh beh, oui, parce qu'on nous dit pas à 2-3 ans: «Tu es médium de naissance». Les gens s'en rendent compte, tardivement. On va parler de Oui, tout ça parce que c'est souvent un chemin un peu difficile et tout à fait. hem et donc toi, ce que tu captes, c'est quoi tes premiers souvenirs de connexion? Mes premiers souvenirs de connexion, j'étais chez une amie, j'avais 7 ans. Je dormais chez ma copine comme on fait toujours quand on est en primaire, hein, de temps en temps et en fait, on est dans la salle de jeu et je dis à ma copine, «Mais c'est bizarre, il y a d'autres enfants» et là, elle me regarde et elle rigole et elle me dit n'importe quoi et plusieurs fois, j'ai été dormir chez elle et une nuit, un soir pareil, je leur dis pareil: «Il y a les enfants qui sont là» et une nuit, sa mère entend du bruit comme si on jouait à la balle et le lendemain matin, on se fait, fortement disputer: «Oui, vous avez joué à la balle et tout», alors que non, pas du tout, on dormait et il s'est avéré que cette copine m'a contactée, des années plus tard, il y a à peu près 5 ans, pour me dire que tout ce que j'avais, pu, percevoir dans sa maison s'est avéré vrai. Ses parents avaient fait venir quelqu'un et effectivement, il y avait eu des enfants emmurés dans cette maison. Ah waouh! Ah ouais et puis attends, mais c'est Ouais, génial d'avoir, c'est normal à 7 ans qu'on rigole, parce que 7 ans, on est peut-être un peu grand pour avoir des amis imaginaires. Donc ta copine, elle comprend pas ce que tu baragouines et exactement, ouais. mais c'est énorme qu'elle t'appelle, des années après. Ouais. Ah ouais. Elle m'a retrouvée sur Facebook, elle m'a envoyé un message et elle me dit: «Écoute, mes parents ont fait venir quelqu'un dans cette grange et effectivement, ils ont bien, eu, des messages et des entités d'enfants qui avaient été emmurés et les enfants ont raconté leur histoire». Waouh! Putain, J'ai c'est trouvé ça, j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est arrivé à un moment où moi je changeais de vie et où j'étais en train de commencer à assumer le fait d'être médium. Parce que c'est une chose que j'ai mis très longtemps à assumer. bah, ouais, mais on va parler de tout ça. Donc premier souvenir autour de tes 7 ans, Mmh. hem et toi, c'est tout de suite des enfants et alors comment tu les perçois à 7 ans? Quels souvenirs tu en as? Alors, les premières choses, c'est qu'ils se sont manifestés, en jouant aux jeux vidéo avec, la télévision et après je ressens leur présence, je ressens le froid et à un moment, il y en a un que je vois, en fait et pour moi, ça a été, vraiment un choc. Je les entendais pas à cette époque-là, mais je les voyais et ça a vraiment, vraiment été un choc pour moi. Et quand tu les vois, ils sont normaux, ils sont pas décédés, ils sont Ah bah, tu sens que c'est pas quelque chose en fait de réaliste. Tu sens que c'est pas un humain, mais qu'il y a quelque chose. Il y a cette présence, il y a cette aura qui est là, il y a et tu vois les vêtements, tu vois les vêtements, tu vois les couleurs et ça a été impressionnant pour moi. D'ailleurs, cette première nuit-là, je n'ai pas du tout dormi. tu m'étonnes et surtout que 7 ans, on est un enfant très jeune Ouais. et bon là, en plus, tu es pas chez toi, donc tu Mmh. as pas le réconfort qu'on peut avoir, d'une maman, par exemple et
comment ça se passe, après? Est-ce que parce que c'est comme si ça ouvrait quelque chose. Est-ce que tu vois beaucoup d'entités enfants ou est-ce que c'est, de temps en temps? Comment ça se passe dans ton enfance? Alors j'en vois, plusieurs fois. J'en vois, dehors, j'en vois à la maison. Je ressens surtout la nuit, certaines choses. J'en parle à ma mère et ma mère ne me croit pas. Mes parents, très cartésiens, ma mère extrêmement peur. On ne parle pas de ça dans la famille. C'est pas possible, ce sont des gens totalement, athées et il faut surtout pas parler de ça. Donc je me retrouve seule face à moi-même et à vivre avec, des nuits, très compliquées, très difficiles parce que je dors peu, je ressens leur présence, je ressens, qu'il se passe des choses et c'est extrêmement compliqué. C'est Mmh. vraiment très compliqué à vivre et il s'est passé quelque chose un peu plus tard, des années plus tard, quelques années. Heu, Mon grand-père tombe malade, j'ai 10 ans et je fais un cauchemar toutes les nuits à la même heure, pendant 3 semaines et je rêve de lui dans un cercueil rempli de serpents, l'église vide et la nuit où je ne fais pas ce cauchemar, je me réveille et je dis à mes parents: «Il s'est passé quelque chose». Le téléphone sonne, quelques minutes plus tard et en fait, c'était l'hôpital pour dire que mon grand-père était tombé dans le coma et qu'il fallait vite venir. Et là, bon, c'est très dur à vivre quand parce que nous, là, on a le recul, mais Ouais. quand on est, au bout du fil, à apprendre ça, c'est très dur pour, tes parents et toi Mmh. aussi. Mais est-ce qu'avec ce genre d'événement, tes parents, ça leur met un peu plus la puce à l'oreille ou pas du tout? Alors pas du tout, ça leur met pas du tout la puce à l'oreille. Ma mère commence à se poser des questions sur ma santé mentale. Elle pense que je fais un choc émotionnel du fait, de la maladie de mon grand-père dont j'étais proche et on prend la direction à l'époque, j'habitais sur Paris, on prend la direction de la Bretagne et là, on tombe en panne de voiture, le radiateur qui casse, on dort à l'hôtel et le lendemain matin, je me réveille, je suis sur le bord du lit. Mon père dit, à cette époque-là, on n'avait pas les téléphones portables et mon père dit, «Je vais téléphoner à l'hôpital, je vais voir, comment va papy» et là, je le regarde et je suis sur le bord du lit, ma mère est à côté de moi et je lui dis, «Mais en fait, ça sert à rien parce que papy, il est mort, il est brûlé» et là, ma mère se décompose et me dit: «Mais arrête de raconter des choses comme ça va pas, n'importe quoi». Et en fait, mon père a téléphoné, mon grand-père était décédé et il faut savoir que mon grand-père a été incinéré contre sa volonté quelques jours plus tard. Ah! Oh putain, mais c'est une histoire de dingue ça. Mais toi, quand tu as le message, il a été brûlé, il avait pas été incinéré encore? Non, il n'avait pas encore été incinéré, mais en fait, je l'ai D'accord. vu dans mon rêve dans la nuit. Ah ouais et puis c'est dingue parce que tu es très jeune, tu es très Mmh. seule Je et suis ce que très tu seule. reçois, c'est, Mmh. bah, ça nourrit encore plus la peur et Ah oui. c'est pas, la voix des anges, oui, mais c'est pas bisounours ce que tu as comme message. Non, alors les premiers messages avec les enfants, franchement, pour le coup, c'était super mignon parce qu'on avait vraiment l'impression qu'ils voulaient jouer avec nous, ils voulaient de la Mmh. compagnie. Mais là, et moi, je n'ai pas peur à ce moment-là. En fait, je j'ai pas un soupçon de peur ou quoi que ce soit. Pour moi, ce que je ressens, ce que je vis, pour moi, c'est une vérité. En fait, je le ressens à l'intérieur de moi. Et pour continuer, dans cette lancée-là, pour mon grand-père, donc on reprend la route et sur la route, en fait, je fais, des pieds et des mains auprès de mes parents pour, avoir la possibilité d'aller voir mon grand-père à la morgue. Mes parents sont contre ça, ils ne veulent pas, je suis trop jeune, ils ont peur que je sois traumatisée et moi je leur dis: «Mais non, je veux absolument aller le voir». On arrive devant l'hôpital, mes parents, cèdent et disent: «Bon, bah, OK, tu vas pouvoir aller le voir» et devant l'hôpital, je sors de la voiture et là, je ne sais pas si c'est lui. Pour moi, c'était lui. Mais aujourd'hui, avec du recul, je ne peux pas en avoir la certitude. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce sont mes guides? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Mais j'avais 2 mains qui m'empêchaient, qui me retenaient sur les épaules, heu, de rentrer en fait, d'aller dans l'hôpital et donc impossible de rentrer dans l'hôpital. Mon père descend à la morgue et en fait, mon grand-père était méconnaissable.
Donc, comme si j'avais été protégée. Le lendemain, on retourne à l'hôpital et là, j'avais 2 mains qui étaient dans le dos et qui me poussaient, chose que mon père ignorait parce que ses frères et sœurs avaient pris les choses en main. Mon grand-père avait été préparé. À l'époque, il préparait directement à l'hôpital. Et en fait, surtout en Bretagne. Et là, j'avais 2 mains dans le dos qui me poussaient pour pouvoir aller le voir. Et il était reconnaissable en fait sur son visage. Et ça a été l'histoire de ma vie, quoi. C'est hyper intéressant et en plus, moi, ça me fait penser à autre chose, c'est le deuil finalement, le fait de voir les morts. Il y a suivant les croyances, suivant les religions, l'éducation aussi et Ouais. et c'est vrai que ça peut, pour certaines personnes, être très important de voir Mmh. le défunt. Moi, je Mmh. sais que j'ai été élevée comme ça. Moi, je vais à toutes les mises en bière. Mes sœurs n'y vont pas, mais moi, j'y vais. Pour moi, c'est rituel et ça m'est propre, hein. Et je Ouais. trouve qu'à 10 ans, c'est fou d'avoir cette demande et d'être accompagné réellement là-dedans. C'est magnifique. Ouais. Et s'en est suivi en fait que moi, j'ai bien vécu le deuil de mon grand-père en fait. Parce que pour moi, tout ça, c'est comme si on m'avait préparé au fait qu'il puisse partir. Donc, effectivement, il m'a manqué physiquement. Avec du recul, aujourd'hui, je peux le dire, il m'a manqué physiquement. J'ai eu beaucoup de tristesse, j'ai pleuré, mais je ne l'ai pas vécu comme un deuil qui était insurmontable. Et à la suite de Mmh. ça, quand j'en reparle à ma mère de tout ça, ma mère, en fait, ne me croit pas, ne me croit pas et elle me fait aller voir des pédopsychiatres, des psychologues, etc. Enfin, voilà, elle me pense complètement délurée. Et tu as 10 Et ans? donc, à 10 ans, 11 ans, hein, au moment où il est Ouais, décédé, j'avais enfin, 11 ans. Et donc, je verrouille tout et elle en parle à ma grand-mère maternelle. Et ma grand-mère maternelle, elle lui dit écoute, laisse-la tranquille parce qu'en fait, ma mère, là, pour elle, j'étais en train de perdre la tête. Et ma grand-mère lui dit mais laisse-la tranquille, laisse-la vivre comme elle a besoin de le vivre en fait. Et c'est ma grand-mère qui m'a, on va dire, pas aidée, accompagnée parce que j'en parlais pas forcément avec elle, mais qui en tout cas m'a sauvé des médecins, peut-être des médicaments ou des choses comme ça que ma mère aurait pu me donner à l'époque. Et mmh. c'était pas de la mauvaise volonté de ma mère, c'est juste qu'elle Ah avait non. très peur et que c'est quelque chose qu'elle ne voulait pas croire. Donc du Oui, coup, oui, à c'est ce une forme de moment-là, protection, ouais. exactement. Donc à 11 ans, je comprends que ma mère n'est pas du tout ouverte à ça. Mon père, on n'en parle pas non plus. Période compliquée en plus entre eux. Et du coup, je verrouille tout. Et tout ce que je dois vivre dans le subtil, je le garde pour moi. Et là commencent des moments un peu compliqués à vivre seule. C'est intéressant parce que tu étais seule avant, enfin seule, accompagnée, mais seule. Tu verrouilles tout, pour la paix des ménages et Ouais, heu et pour ta santé mentale aussi parce que comme tu le sous-entends, si tu avais suivi le parcours, de soins là, pour le coup, tu aurais peut-être vrillé. Mais ouais. et comment tu vis cette nouvelle étape? Je le vis pas bien parce qu'en fait, je sens à l'intérieur de moi que c'est plus fort que ça. Donc moi, je verrouille tout, je décide de plus avoir envie de voir ou de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, je commence à ressentir les énergies des gens. Donc quand quelqu'un a une mauvaise attention ou quand quelqu'un, va vouloir profiter, je suis jeune pourtant et je rentre au collège et là, je commence à ressentir en fait les gens mal attentionnés, les cercles de copains, les cercles de copines, les professeurs. Il y a vraiment quelque chose en fait qui se fait énergétiquement, mais je l'explique pas. Donc je laisse un peu couler, mais j'ai toujours la petite alarme qui va laisser un petit message. Et les choses reviennent à moi. J'ai 15 ans, je vais en vacances chez ma cousine. Elle me présente ses copains, ses copines. Et un soir, on va se coucher. Je sympathise avec ses copains, copines. Un soir, on va se coucher.
Et je me réveille en sursaut. Je me souviendrai toujours, je regarde le réveil, je me réveille en sursaut, en pleurs, en larmes, et je dis à ma cousine: «Thomas a eu un accident de moto». Et elle me dit: «Mais n'importe quoi, tu as fait un cauchemar, t'inquiète pas, tout va bien se passer, n'importe quoi». Et je lui dis: «Mais non, il a eu un accident de moto». J'ai beaucoup de mal à me rendormir et le lendemain matin, on appelle notre groupe de potes. J'appelle, pareil, chez Thomas et là, son père me répond et il me dit: «Bah, je suis désolée, mais Thomas a eu un accident de moto hier soir en rentrant». C'est fou ça. Voilà. Donc là, pareil, pour le coup, ma cousine et ma tante, eux, sont interloqués parce que, l'heure à laquelle moi, quand, j'ai le papa au téléphone qui me dit ça, j'ai un vertige, pas je m'évanouis, mais je commence à pas me sentir bien. C'est ma tante qui reprend le téléphone et qui en parle et quand elle raccroche, elle vient parler avec moi parce qu'elle se souvient très bien que la nuit dernière, j'ai fait un cauchemar et elle me dit: comment tu as perçu ce cauchemar?» Et je lui explique et en fait, ce que j'étais en train de lui décrire, c'est ce que le papa lui avait décrit au téléphone. Enfin, il y a quelqu'un qui t'écoute. Oui, mais c'est une tante que je vois pas beaucoup, donc c'est compliqué aussi de tout confier, c'est compliqué de tout dire. Donc pareil, ben, on en parle et puis, ben, c'est le On passe à hasard, autre c'est les chose. coïncidences, voilà. Mmh. C'est, les rêves prémonitoires comme, elle a pu me dire. Mais on reste encore à huis clos à ce moment-là. OK, bon, mais c'est dingue parce que est-ce que tu as des souvenirs, hormis les enfants, tes premiers souvenirs, de rêves positifs, de trucs, où tu arrives à te rendormir pour le coup? Tant que je n'ai pas accepté ma médiumnité, non. Ah ça, c'est très important ce que tu dis. Donc là, tu as 15 ans et comment, comment tu grandis? Alors ça, c'est vrai, c'est bien d'insister, tes parents ou ta famille, c'est pas contre toi. Non, non. Faut se remettre, dans le contexte et même si on parle de spiritualité, moi personnellement, je sais pas comment je réagirais, si mon neveu me dit, à 4 ans, papy est m enfin bon, papy est mort pour le coup, mais Mmh. je même en étant dedans, je sais pas comment je réagirais parce qu'on est quand même des humains. Donc tes parents te protègent tout simplement, Ouais. mais toi, c'est très difficile et comment ça évolue, plus tard, lycée, études, comment tu Bah, évolues ça toi? continue, je vais au lycée, pareil, je continue à ressentir, en fait, l'énergie des gens. Je me sens mal à l'aise en présence de quelqu'un sans même le connaître. Des fois, on peut dire que c'est un déni de faciès, alors que pas du tout. C'est que, tu sens qu'il y a quelque chose qui est lourd chez lui, qu'il y a quelque chose qui va pas ou même des fois, tu sens qu'il est pas bien, mais bah, du coup, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment l'aider. Donc puis je suis jeune à ce moment-là, donc tu as du mal à savoir, à comprendre. Et tout ça, c'est fermé chez moi, donc on ne peut pas en parler. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais tout ça, je le vis à l'intérieur et c'est vraiment, vraiment difficile. Arrive mes 18 ans, je suis super bien entourée, j'ai des super amis. À cette époque-là, je suis en école d'esthétique en alternance. On a des amis qui sont en vente, ça se passe super bien, on a un super groupe. Et, et en fait, j'avais un frère de cœur qui s'appelait Xavier. Le soir de mes 18 ans, qui était plus âgé que moi, il y a tout mon groupe d'amis et je dis à Xavier, «S'il te plaît, viens avec nous, viens nous rejoindre, on va boire un coup en boîte, pour mon anniversaire». Et il me dit: «Non, je suis fatigué, je veux pas, je suis pas bien». Et puis il me dit: «Je prends la route demain». Je lui dis: «Vas-y, s'il te plaît, viens». J'insiste et il vient. Et quand il part il vient, on boit un coup, pas d'alcool, rien du tout. Quand il part, je ne sais pas pourquoi, je le serre fort dans mes bras et je lui dis: «N'oublie jamais que je t'aime». Et c'était la dernière fois que je le voyais. Et il est décédé, en rentrant chez lui ce soir-là. Mmh. Ça, c'est intéressant, tu vois, sur les fins de Ah, vie. excuse-moi, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que dans tout ça, en fait, le plus important, c'est que 6 mois auparavant, jour pour jour, en fait, j'ai rêvé de son accident de voiture. Mmh.
Et en fait, un matin, je me suis réveillée, j'étais en larmes, en pleurs et je dis à ma mère: «J'ai rêvé que Xavier avait un accident de voiture, que c'était fini, tout ça» et j'étais inconsolable. J'étais incapable, en fait, hem, de me consoler et elle me dit: «Mais parle-lui-en». Alors c'est vrai qu'il faisait des rodéos de voitures, des choses illégales. Bon, bref et je le voyais décédé dans un rodéo de voiture. Sauf que quand il est décédé, c'était pas dans un rodéo de voiture, mais par contre, les circonstances étaient tout aussi affreuses. 6 Mmh. mois jour pour jour et ma mère me Mais croit toujours pas. ouais, bon, ça, c'est un autre sujet, mais ce qui est intéressant, là, dans ce que tu décris, parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui vont se dire: Mais pourquoi tu lui en as pas parlé? Pourquoi tu l'as pas interdit de conduire? Pourquoi tu l'as fait venir ce soir-là?» Mais en fait, on a une date où on part et on peut pas changer. Et toi, en fait, tu as eu cet instinct qui t'a poussé à dire: «Si, si, je veux te voir», parce que c'était la dernière fois et c'est ça Ouais. qui est beau, Mais et je lui d'avoir eu ai cette parlé de mon chance. rêve, hein. Je lui ai parlé de mon rêve, je lui ai dit: «Arrête les rodéos, j'ai peur pour toi, j'ai rêvé de ça». J'ai voulu, à cette époque, tu sais pas et tu espères pouvoir changer le destin et donc je lui dis, je lui dis ce dont j'ai rêvé. J'ai très peur pour lui et il me dit: «Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, il y a pas de raison, je vais arrêter. De toute façon, je vais bientôt être papa, donc je vais arrêter». OK et puis c'est avéré qu'en fait, il est décédé le soir de mes 18 ans. Super, super Ouais. cadeau. Mais je suis très dans l'humour noir moi, hein, quand c'est très Vas-y, alors moi j'ai d'émotion. aucun problème avec ça, Mais hein. tu as pu, non, ce qui est magnifique, c'est que tu as pu lui dire, tu pu lui dire au revoir et ça, c'est beau. Donc toujours à 18 ans, c'est toujours bon, tu n'as toujours pas accepté ta médiumnité et les Non, messages que tu reçois, c'est d'une lourdeur quand même parce que tu non. portes, c'est terrible d'avoir ces messages de mort et Mmh, tu peux rien y faire. On n'est pas mmh. Dieu, on n'est pas l'univers où on met le mot qu'on veut, mais tu as le message, point barre. Tu ne peux rien changer et tu le parlais, le destin, tu l'as dit à demi-mot, ce qui est destiné et on ne peut pas changer ça. Totalement. Ah non. Et tu as vécu quand même à 18 ans, on reste toujours très jeune, Mmh. beaucoup de pertes et beaucoup de douleurs Beaucoup. avec des exemples, très, très Oui forts. et ça Bon a et quand continué est-ce que tu derrière. commences ça a conti encore? Ouais. Allez, Ah raconte ouais, encore un peu. ouais. Qu'est-ce qui s'est Moi, j'aime passé beaucoup derrière? les histoires, mais j'aime bien quand elles sont fun quand même. Alors, bah, un peu plus tard, un peu plus fun, plus tard arrive le moment où, je veux déménager de la région parisienne et je veux partir, du côté du Limousin. Je vais visiter des maisons avec un agent immobilier, des amis et en fait, arrivé là, il y a certaines maisons, je suis incapable de rentrer. Je reste bloquée, les pieds au sol, je ne peux pas rentrer. Des forces m'empêchent de rentrer dans cette maison, comme si je ne pouvais pas la visiter ni même l'acheter. En fait, pour eux, c'était pas cette bonne maison, j'avais rien à faire ici. Alors, le pourquoi du comment, j'ai pas cherché à comprendre plus que ça, mais je ne pouvais pas rentrer dans ces maisons. Donc, bah, je restais sur le pas de la porte et je disais à l'agent immobilier: «Je suis désolée, je peux pas rentrer». Donc lui, il comprenait pas, mes amis comprenaient pas, ils me disent: «Elle est complètement barge». Donc, ça, c'est des petites choses qui étaient assez marrantes. Donc ça, j'avais à peu près 20 ans. 20 ans quand j'ai 20 ans, 21 ans quand j'ai voulu déménager. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il y en a eu tellement. Mais à ce Euh, moment-là, est-ce que parce que personne ne comprend ce que tu vis, mais est-ce que mm. toi, tu comprends tout ça? Par exemple, là, tu es bloqué, tu peux pas rentrer. Est-ce que tu comprends ou est-ce que tu t'en veux? Comment ça se passe? Je comprends en fait qu'il se passe des choses que je ne peux pas expliquer. Le problème, c'est que ça me fait peur. Donc du coup, je ne vais pas aller, puis à cette époque-là, on n'avait pas internet, alors si, Mmh. peut-être un peu plus tard, on commençait à avoir internet, mais tu sais, ça ramait et cetera. Je commence à construire une vie de famille, donc enfin, si tu veux, je cherche pas, j'essaye de mettre ça encore de côté, vraiment, vraiment, vraiment et arrive le moment où j'essaye d'avoir un enfant. Des choses un peu compliquées se passent et on me dit va voir un magnétiseur. Bon, un magnétiseur pour faire quoi? Oui, ma cousine me dit je connais quelqu'un, il va pouvoir t'aider, tu vas tomber enceinte, t'inquiète pas. Ok, je vais le voir.
Ce monsieur décide de travailler sur moi, il se passe des choses très bizarres, il travaille sur moi. Durant la séance, on entend les chiens du petit village, il devait être 200 habitants, les chiens du village hurlaient à la mort, enfin des choses quand même assez importantes. Je rentre chez moi, bon, un mois, il ne se passe rien, j'étais en parcours PMA à ce moment-là. Et un jour, je reprends le dernier essai, le parcours PMA. Et ce monsieur m'appelle et il me dit, là, tu es malade? J'ai dit, oui, je suis malade. Il me dit, je t'avais demandé d'attendre. Je lui dis, mais comment ça? Il me dit, bah, je sais que tu as repris tes traitements, c'est moi qui travaille sur toi. Laisse-moi travailler, je t'ai dit. OK. Et puis les mois se passent. Il m'appelle au mois de décembre et il me souhaite de bonnes fêtes. Et il me dit, au fait, tu es enceinte, c'est une petite fille et tout va bien se passer. Et je lui dis, bah, écoute, c'est pas trop possible. Là, je suis réglée, donc c'est pas trop possible. Et en fait, il s'est avéré qu'il avait tout à fait raison. J'étais bel et bien enceinte et je l'ai su que mi-février. Voilà. Et donc là, je commence à me dire, OK, là, il y a des choses dans le subtil qui sont quand même un petit peu étonnantes, un petit peu bizarres. Donc là, je commence à m'intéresser. Je commence tout gentiment à m'intéresser un peu plus près de tout ce qui est un peu parallèle. C'est-à-dire, alors je commence très gentiment, hein, l'homéopathie, des choses comme ça, tu vois, des choses très, très sages, très, très sages. Et arrive un moment où, en fait, je suis cadre dans le bâtiment. Alors, quelques années plus tard, parce que si je dois te parler de tout ce qui s'est passé, on va faire toute l'émission là-dessus. Et quelques années plus tard, en fait, je suis cadre dans le bâtiment. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'entreprise. Enfin, voilà, j'ai une très bonne place, tout se passe bien. Et j'ai un coup de fatigue qui est totalement, mais inexpliqué. Tout le monde pense que je fais un burn-out. Chose que, enfin, moi je dis mais non, pas du tout. Je vais voir les médecins me disent non, vous n'êtes pas en burn-out. Il y en a certains qui disent oui, peut-être. Ils me font des prises de sang, tout va bien, tout va super bien. Puis là, j'ai une copine qui me dit mon père a une super énergéticienne, il faut que tu ailles la voir. Et là, je lui dis écoute, je ne vais pas voir ces charlatans. Et je vais voir cette dame. Cette première dame qui s'appelle Agnès, dont je remercie infiniment, qui me dit, écoute, elle s'occupe de moi, puis elle me dit, écoute, il faut que tu prennes conscience qu'aujourd'hui, tu as plus de capacités que moi. Et là, je la regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je lui dis, mais c'est complètement insensé ce que tu racontes. Et elle me dit, si, si. Et moi, j'avais tout mis dans un coffre. Pas que je voulais plus en entendre parler, mais comme j'arrivais pas à identifier et à la fois je m'intéressais à tout ce qui était un peu parallèle, mais pas tout ce qui était énergétique, tout ça, je voulais pas que ça vienne entraver le bien-être de ma vie. J'étais seule avec ma fille, tout se passait bien. Enfin, je veux dire, ma vie, elle roulait à ce moment-là. Et elle me dit ça, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Et elle m'explique, elle me dit, écoute, il faut que tu ailles voir quelqu'un, il faudrait que tu te fasses aider par une médium qui t'accompagne en fait à ressentir, à travailler sur toi, etc. Ouais, ok. Je vais voir une deuxième énergéticienne que ma copine me conseille aussi. La deuxième énergéticienne me dit exactement pareil. Et là, je dis, c'est quand même bizarre, elles ne se connaissent pas et elles me disent pareil. Et je me décide d'aller voir cette médium qui a eu la gentillesse de m'accompagner pendant 1 an pour m'expliquer en fait tout ce que je ressentais depuis petite, pour me donner des explications et surtout pour m'aider à comprendre ce qui m'arrivait à l'instant T. C'est-à-dire que ma fatigue, c'était juste que l'énergie, en fait, elle était en train de pousser derrière et que moi, j'étais en train de pousser dans l'autre sens. Et donc, ça ne pouvait pas aller. En fait, j'étais en train de m'épuiser. Et de là, elle commence à m'accompagner pour faire un gros boulot d'introspection sur moi et pour pouvoir accepter aussi ces capacités-là, ces capacités énergétiques et tous les messages aussi que je pouvais entendre parce que ça fait peur. Au départ, ça fait peur. Puis je pense que plus on avance dans le temps, plus on entend des choses du subtil alors qu'on a été confiné dans quelque chose, plus on a peur. Parce qu'on ne sait pas en fait à quoi on a affaire. Et ça, c'est pas rien. Donc, je me décide d'aller voir cette médium qui m'accompagne pendant 1 an je dirais pas à développer, mais déjà à faire un travail sur moi et à comprendre ce qui m'arrive intérieurement. Et ça a été l'étape de ma vie
pour faire cette transition-là, puisque par la suite, en fait, j'ai complètement changé de vie. Je suis partie de la région parisienne, là où j'avais un super boulot, où je m'éclatais dans mon boulot, où tout se passait bien. J'étais en garde alternée avec ma fille, enfin, tout se passait très bien. Et j'ai tout plaqué du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'étais un matin, les pieds dans l'eau durant mes vacances. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon patron, je lui ai dit, écoute, on voit pour faire une rupture conventionnelle, pour s'arrêter, parce que moi, en fait, je peux plus, je pars, il faut que j'aille vivre à la montagne. Et d'où le fait que j'ai atterri en Haute-Savoie. Et c'est marrant, les pieds dans l'eau, parce que j'ai fait exactement la même chose, moi. Les pieds dans l'eau. Ah ouais? J'ai appelé à moi, j'ai tout quitté, le boulot, le mec, tout. Et alors l'eau, voilà, l'eau a un pouvoir important. Et ça, alors c'est très intéressant, parce que c'est pour ça que j'aime beaucoup parler des parcours des gens. Et moi, je le dis souvent quand on s'appelle avant l'émission, je dis aux gens, moi, ce que vous faites, ça ne m'intéresse pas, c'est pourquoi vous le faites. Et c'est tout le parcours, toute l'évolution qui est pour moi fondamentale. Et je trouve qu'on fantasme beaucoup parfois sur les médiums, où on va dire, ouais, t'as trop de chance. Exactement. Moi, le premier vrai message que j'ai eu, c'est quand j'ai vu mon papa et que je me suis dit, il est en train de mourir. Moi, je dis pas que c'est de la chance, hein. C'est terrible. J'ai passé 5 ans sur le qui-vive. Enfin, et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler du parcours des gens. Parfois, on peut penser que c'est trop intime, mais c'est pour montrer que non, c'est pas forcément incroyable, que c'est pas forcément hyper facile à vivre. Et toi, quand même, ce qui t'a débloqué, parce qu'on pourrait se dire, ouais, médium de naissance, c'est incroyable, c'est énorme, toutes ces capacités depuis toute petite. Mais en fait, toi, ce qui t'a débloqué, c'est un accompagnement. C'est une médium qui t'aide à comprendre. Tu parles d'introspection, on peut parler aussi de développement personnel. Et c'est ce travail sur soi. Pour certains, c'est un gros mot, hein, ça. Mais c'est ce travail sur soi qui t'a aidé à t'accepter. Et ça, je trouve ça magnifique comme message. Ah, bien sûr, le travail sur soi pour pouvoir développer, en tout cas, je dirais quand on est médium, que ce soit de naissance ou quand on a des capacités qu'on ignore et qu'il arrive quelque chose dans notre vie où on se découvre des capacités ou des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, pour moi, c'est essentiel de faire une introspection sur soi. On ne peut pas, et encore une fois, ça reste ma vérité, mais on ne peut pas, je pense, développer des capacités et accompagner des gens si on ne fait pas une introspection profonde sur soi. Je ne dis pas que j'ai tout réglé, je dis que j'ai réglé beaucoup de choses, mais c'est l'histoire de notre vie de régler des choses, d'avancer pour soi et pour se sentir bien et pour être en accord avec soi, pour être aligné. C'est un boulot de tous les jours. Mais régler le plus gros, nos histoires, que ce soit de vie antérieure, d'enfance ou autre, tout ça, il y a des choses à régler. C'est important de faire le boulot, mais c'est surtout important de faire le boulot et d'accepter pour pouvoir par la suite faire quelque chose des capacités qu'on a. Si on ne le fait pas, pour moi, et encore une fois, ça reste ma vérité, mais si on ne le fait pas, pour moi, on le fait avec l'ego. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent pousser des ailes avec des capacités, avec des formations, des accompagnements, des choses comme ça. Ils n'ont pas dans le but je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas dans le but de ne pas accompagner les gens, c'est pas vrai, parce qu'ils veulent les accompagner. Mais ce qui les alimente, c'est l'ego. C'est pas la vraie capacité profonde ou c'est leur chemin de vie. Comme je dis toujours, je sais remplir le produit à vitre de ma voiture, c'est pas pour autant que je suis mécanicienne. Je suis incapable de déposer un moteur et d'en faire la mécanique, hein. Donc, c'est hyper important de faire un boulot sur soi et d'être bien aligné et d'accepter aussi en face ce qu'on va nous dire. Parce que ce qu'on nous dit, c'est pas forcément facile à accepter, hein. C'est un gros boulot, hein. Je dis pas que l'introspection, elle a été simple. Waouh, super, on me dit ça, tac, tac, tac. Ah non, pas du tout. Il y a eu un énorme boulot. Puis quand le boulot, il est fait et que tu es bien, que tes capacités, elles commencent à venir de plus en plus, etc., que tu perçois des choses alors que tu n'es pas du tout en séance, que tu acceptes ta médiumnité, mais tu n'as pas encore envie de mettre ton nom, tu n'as pas encore envie d'ouvrir ton cabinet, pas parce que aujourd'hui, j'ai ouvert mon cabinet, pas parce qu'on m'a dit que c'était ma voie, parce que moi, je me sens complète dans ce que je fais. Mais à un moment, quand toutes ces capacités arrivent,
Il y a eu une pointe où tout le monde m'appelait, tiens Chris, tu peux regarder pour ça, machin et tout. On sent, bien sûr, on a une pointe d'ego, on sent l'élu. Waouh, tout le monde m'appelle, machin et tout, ceci, cela. Là-haut, hein, ils ne sont pas gênés. Hein. Continue, on va tout couper. Tu vas voir, tu vas comprendre. On va tout couper. Mais de quoi vous parlez? Oui, redescends un petit peu. Redescends un petit peu. J'ai pas entendu le message jusqu'au moment où, en fait, tu n'as plus rien. Tu n'as plus un message. Tu n'as plus une guidance, tu n'as plus un mot pour aider l'autre ou pour le faire avancer ou quoi que ce soit. Tu n'as plus un mot. Et là, tu te dis, OK. Et là, tu redescends dans ton introspection et tu te dis, OK, là, j'ai le droit d'avancer, mais comment je dois faire? J'ai fait un pic d'ego et ça arrive à tout le monde de faire un pic d'ego. L'ego n'est pas forcément mauvais en soi. On en a besoin aussi pour avancer, pour se protéger. Il faut juste savoir, encore une fois, comme je dis, c'est comme le funambule. C'est comme quand on est dans le spirituel et quand on est dans notre vie de tous les jours, parce qu'on reste humain. On a très bien le droit de faire la fête, de voir des amis, de boire un coup, de fumer une clope. Et ça, c'est hyper important. C'est pas parce que je fais des soins énergétiques, que j'accueille des gens, que j'ai des défunts qui viennent me voir, que je suis tout de suite perchée, que je suis dans ma bulle, que tout ça. Hein. Non, ça aussi, faut redescendre. Hein. Je veux dire... Il faut arrêter, hein. On fait l'équilibriste tout le temps, on a des factures à payer, on a le quotidien à gérer. Je suis maman d'une gamine de ma petite de 18 ans, enfin ma petite de 18 ans, ouais, qui est plus grande que moi. Mais voilà, on est quand même dans une vie où on doit toujours faire le funambule quand on touche à la spiritualité. Et le fait de faire son introspection, c'est aussi pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire pas partir directement tout de suite là-haut et de se dire qu'il n'y a que ça qui compte d'être là-haut et de plus vivre sa vie ici. C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas possible. Dans ce cas-là, il faut que les gens se fassent un peu aider, je pense. Non, mais c'est fondamental ce que tu dis et je crois que tu es la seule, bon après j'ai reçu beaucoup de monde maintenant, mais qui parle ouvertement d'ego spirituel dans son cas et c'est vrai que c'est important d'en parler parce que c'est complètement normal d'y aller. Le côté je vais aider tout le monde, j'ai tout compris, mais en fait quand on est là-dedans, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, on va nous rappeler qu'on a absolument rien compris et on Bien va nous sûr. aider à revenir à la vraie vie comme je l'appelle et c'est vrai que c'est vachement intéressant d'en parler donc toi tu as vécu ça, on t'a tout coupé, mais c'est comme tu le dis, on apprend perpétuellement, on travaille perpétuellement et c'est intéressant de voir que même toi qui es installé le dis et il y a des moments où tu me le disais, quand tu es fatigué, quand tu es malade, tu reportes les Voilà, rendez-vous, c'est bien ça? sûr. Mais ça aussi, tu vois, par exemple, ça fait partie de l'ego. Enfin, pour moi, ça fait partie de l'ego. C'est-à-dire que si tu es pas bien, si tu es pas aligné, si tu es malade, si tu es fatigué ou même si tu sens que tu es pollué par l'extérieur, comme on a pu en parler hors antenne ou quoi que ce soit, tu te dois en fait de respecter l'autre et de te respecter toi, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans l'ego en disant même si je suis malade, je vais faire mon boulot. Parce que si tu le fais même en étant malade, en fait, c'est ton ego qui prend le dessus parce que dans tes capacités d'accompagnement, tu ne vas pas être à 100%. Et quand on fait le boulot qu'on fait, toutes les personnes qui sont dans le spirituel, on se doit. C'est hyper important, on se doit d'être à 100%. Quand on canalise des énergies qui viennent de la source, ces énergies doivent être propres. Et nous, on doit être propre. Les énergies qui arrivent sont propres. Mais s'il y a quelque chose dans ce canal qui vient interférer, si on est malade, si on est dans l'ego, si on n'est pas bien, si on est fatigué, on ne sait pas ce qui va venir. Et quand on va travailler sur la personne, c'est pas dit qu'on fasse que du bien. Enfin, et encore une fois, ça reste ma vérité et mon approche à moi. Et je respecte tout à fait les autres qui ont une autre approche. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Et je suis prête à annuler, c'est ce que je te disais, si je suis fatiguée, je ne suis pas bien, j'ai une chute de tension ou autre, quoi que ce soit, je n'ai aucun problème, mais aucun problème d'annuler tous mes rendez-vous, même à la dernière minute. Les gens, généralement, ils comprennent. Et j'ai aucun problème avec ça.
Je préfère annuler 3 jours, une semaine de rendez-vous plutôt que de faire du boulot qui sera pas à la hauteur de ce que les gens attendent et pas à la hauteur de ce que je peux aussi potentiellement les aider. C'est pas possible. Et ça, pour moi, ça fait partie de Merci. l'ego. Mais merci beaucoup de préciser tout ça. Tu as raison, c'est hyper important. Et donc là, tu es médium de naissance, mais là, tu parlais d'accompagnement. Donc aujourd'hui, toi, comment ça se passe quand on vient te voir? Qu'est-ce que tu proposes et comment ça se passe? Même si j'imagine que c'est différent à chaque consultation. Oui. Alors moi, ce que je propose, en fait, les gens, ils viennent me voir, généralement, ils ont des attentes. Ils ont des attentes. Alors s'ils viennent pour une guidance, pas de problème, c'est une guidance reste une guidance, même si parfois, en fait, ils ont besoin d'une guidance. Mais moi, là-haut, les guides, parce que ce sont mes guides qui vont venir nous aider durant toute la séance, vont dire: «Bah, écoute, cette personne-là, aujourd'hui, elle aurait plus besoin de toi pour, un soin, un déblocage émotionnel, un déblocage énergétique parce qu'il y a ça qui ne va pas. Donc en fait, en séance, les gens viennent avec des attentes, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a pas un soin qui se ressemble, il n'y a pas une séance qui se ressemble, il n'y a pas de protocole. Il faut savoir que je n'ai pas de formation, je n'ai pas été formée là ou là. Tout ce que je fais en accompagnement, en fait, ou même en soins, ce sont mes guides qui vont me dire comment le faire et pourquoi le faire. Ils vont tout m'expliquer pour que je puisse en fait faire au mieux. Je suis en train de parler avec la personne, on est en train d'échanger et dans mon corps, ils vont me donner aussi des ressentis corporels. C'est-à-dire que la personne va parler peut-être d'un événement émotionnel qu'il a vécu et moi, je vais avoir le ressenti corporel de là où c'est venu se nicher et donc je vais lui dire mais dites-moi en ce moment, est-ce que vous auriez pas mal, par exemple, à l'estomac, au rein, dans la jambe? Pourquoi? Parce que là-haut, en fait, il me donne ces points qui sont douloureux et là où, en fait, où l'émotion et l'énergie est venue se bloquer. Et donc, moi, je fais le nécessaire pour le débloquer derrière. Ouais, c'est vraiment hyper complet en fait. C'est hyper complet. Après, comme je dis, il y a des fois, il y a des gens, qui viennent me voir. S'ils viennent pour voir en fait, comme je leur dis souvent, s'ils viennent pour voir du folklore, moi c'est pas mon but. Et ces gens-là, mais c'est arrivé, hein, je te promets Marie-Louise, j'ai des gens qui viennent me voir des fois et ils viennent pour du folklore. Et généralement, je leur dis: «Mais pourquoi vous venez?» et je le sais en avance. C'est ça qui est super chouette, c'est que je le sais en avance et en fait, «Oh bah, je viens, juste pour me sentir mieux». J'ai dit: «Bah, c'est bizarre parce que moi, on me dit là-haut que vous voulez vivre quelque chose tu sais, un peu comme quand on voit les vidéos de pousser une kundalini où les gens forcent la Ouais, kundalini, des mais choses mystiques, ouais. voilà. Bon. Moi, je fais pas ça. Si les gens doivent éveiller leur kundalini, ça se passe tout seul. Je force rien. C'est hyper important de ne pas forcer, au passage. Bref. Et en fait, généralement, ces gens-là, je leur dis, bah, écoutez, je suis désolée, mais moi, je suis pas là pour faire du folklore ou pour vous montrer des choses qui sortent de la norme. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et vous revenez me voir quand vous en aurez vraiment besoin. Et ça m'arrive régulièrement, bien sûr. Je Ouais, suis non. pas là pour amuser la galerie, en fait. Oui, non, mais ça c'est clair. Mais en fait, moi ce que je retiens, c'est que tu es, très consciente et très ancrée et Ah ça bah fait oui, du bien et très ouais. connectée à la fois. Alors quand je te demandais qu'est-ce que tu proposes, parce qu'on parle beaucoup de médiumnité, tu as eu beaucoup de messages, de défunts. Est-ce Mmh. que les gens te contactent, pour des contacts défunts ou pas du tout? Oui, les gens me contactent pour des contacts défunts. D'ailleurs, alors j'ai une approche avec le contact défunt qui est assez particulier parce que, j'ai eu la chance d'animer une conférence, devant une centaine de personnes et en fait, bah, mon approche, elle plaît pas forcément parce que, bah, les défunts sont pas forcément malheureux. Et ils aiment l'humour, ils gardent leur trait de caractère, des fois à vouloir pousser les gens et donc oui, je fais du contact défunt et on a des choses qui sont absolument magnifiques en séance. Par contre, les contacts défunts, je demande toujours aux gens, avant de venir en contact défunt, de m'envoyer la photo et la date, de décès.
Pourquoi? Pour être sûr de bien canaliser déjà la bonne personne et si le défunt ne vient pas me voir, 48 heures avant, j'annule la séance. Pourquoi? Parce que moi, je ne vais jamais déranger le subtil. Il vient, il vient. Il vient pas, il vient pas. Je ne cherche pas à toquer à la porte. Quand tu toques à la porte, encore une fois, tu sais pas sur quoi tu tombes. Il y a pas que des bonnes choses et il y a des énergies qui peuvent se faire passer pour d'autres personnes et ça, moi je joue pas avec. En tout cas, c'est pas mon système de fonctionnement. Ouais, c'est très cadré, mais c'est bien. Moi, je trouve ça rassurant d'avoir un cadre. Et toi, Mmh. ton protocole, c'est s'il est pas là 48 heures avant, on annule et c'est sain. C'est sain, Ah mais tu ouais. cadres et ça te permet de pas partir dans l'ego spirituel comme on en parlait, tout à l'heure. Quand tu disais ton approche plaît pas toujours dans le contact défunt, je vois très bien ce que tu veux dire quand tu dis: «Les défunts ont envie de rire». Mais est-ce que tu as un exemple concret, sans citer la personne évidemment, mais est-ce que tu as un exemple de chose qui peut déplaire? Enfin, Bah, pas déplaire, mais cette phrase-là que tu as eue, ça plaît pas à tout le monde, ça m'interloque. bah, quand les défunts, sont là aussi pour mettre un coup de pied aux fesses, à la personne, et qui disent des mots qui sont assez percutants, et qui donnent des informations assez percutantes, où la personne peut se retrouver. Encore une fois, quand la personne ne veut pas sortir de son deuil ou ne veut pas sortir, de sa zone de confort, alors que le défunt va, la pousser, dans ce sens-là, bah, en fait, la personne se bloque et va dire oui, mais non, c'est pas possible qu'on vous ait dit ça, alors qu'au fond, elle sait très bien. Au fond, elle sait très bien. Mmh. Et Ouais, pourquoi je dis ça? Parce que c'est des gens qui, quelques années plus tard, aujourd'hui, ça fait depuis 2019 que j'ai accepté ma médiumnité et tout ça, que j'ai, enfin, même un petit peu avant, mais que j'en fais mon métier et j'en fais mon métier à plein temps. C'est hyper important de savoir que les gens, par la suite, quand ils commencent à faire un boulot sur eux, généralement, ils reviennent vers moi en me disant: «Oui, c'est vrai que vous aviez raison». Mais à cette époque-là, j'étais pas prêt à l'entendre. mmh. Après, moi, ça me fait sourire, mais je suis pareil. C'est-à-dire que moi, on va me dire quelque chose, quand ça me parle, je me braque. Parce que, Mmh. on va pas se mentir, on a rarement des trucs qui vont dire: «Mais oui, c'est bien, tu es au bon endroit». Et moi, je le vois dans les guidances que je fais, quand le message, il est positif, les guidances sur Mmh. YouTube, je passe très vite dessus parce qu'en fait, c'est normal. Mmh. Et moi, quand voilà, on va me donner des messages et mes copines, hein, que j'appelle le savent, je me braque, mais c'est Mmh. hallucinant parce que je me Ouais. ferme. Non, ça m'emmerde, je veux pas, je me mets en colère, mais je sais très bien que le message, voilà, moi, on m'avait annoncé il y a 6 mois que j'allais déménager. Moi, j'étais là: «Non, j'ai pas envie, j'ai flemme». Bon, bah, il s'est Mmh. passé, un truc où j'ai dit: «Je pars le plus vite possible» et j'ai trouvé une maison en 1 jour et demi et Ouais. là, je me dis: «Ah là là!» Donc faut rappeler 4 personnes en disant: «Je suis désolée, je me suis Ouais. emportée, tu avais raison» et Ouais. donc je peux comprendre qu'on se braque parce que, bah, on est têtu. Des fois, on est têtu et effectivement, c'est pas toujours drôle de sortir de sa zone de confort. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que malgré, ces capacités, tout le monde recherche des médiums purs de Mmh. naissance parce qu'il y a, je sais pas, peut-être une idéalisation ou un fantasme autour de ça. Mais toi, ça reste très encadré et tu restes dans cette, notion d'accompagnement et Mmh. les défunts que tu vas recevoir sont aussi dans cette même énergie et Mmh. c'est beau parce que tu as quand même ce besoin de Ouais. faire que les gens aillent bien, au-delà de Mais bien sûr. transmettre le message. Ah ouais et des fois on transmet des messages qui peuvent être, super jolis, comme des messages qui peuvent être un peu compliqués à entendre, hein, vraiment. Mais ça fait partie du métier et comme je dis, si bien, heu, moi, ils viennent pour avoir un message, quel qu'il soit, défunt ou même, des guides ou autres. Je transmets le message, je suis responsable de ce que je transmets, mais je suis pas responsable de ce que la personne en face va entendre aussi, hein. C'est et comment elle va le prendre, hein. C'est de sa responsabilité de le déformer ou de pas l'accepter. C'est pas ma responsabilité et ça a été un gros travail sur moi, qui a fait partie d'une introspection, de pas se sentir, responsable de comment l'autre va interpréter la chose. Alors bien sûr, Mmh. hein, j'y vais avec délicatesse. Je me souviens d'une séance, qui est celle-là, il faut que je la raconte parce qu'elle est assez marrante. Oui. On fait des séances en duo avec mon mari
Et en fait, mon mari travaille sur tout ce qui est olfactothérapie, zéro mental, donc c'est très intéressant. On a une femme qui vient et qui dit: «Oui, je me sens bloquée en ce moment» et cetera, et moi, je travaille en même temps sur elle en énergétique. Et donc là, j'ai un défunt qui vient. Il s'avère que c'est son frère. Durant la séance, quand elle parle avec mon mari, elle commence à lui dire qu'effectivement, elle a perdu son frère et qu'elle l'a retrouvé pendu. Et lui, le défunt est là. Et en fait, le défunt, pour le coup, il est assez dans l'humour, il est assez marrant. Et il lui dit comme ça, et puis c'est assez compliqué pour moi de lui transmettre parce qu'elle est pas bien, elle est en train de pleurer. Et il lui dit: «Non, mais il faut que tu dises à la cruche qu'elle arrête là». Et là, je dis: «Waouh, enfin, elle est en train de pleurer, il faut que je lui dise ça, c'est compliqué». Puis là, je lui dis: «Bah, écoutez, moi, j'ai votre frère qui est là, il se présente, il a un t-shirt assez particulier parce qu'il me dit de vous parler du t-shirt. Donc c'est le t-shirt de Superman». Et là, elle me dit: «Oui, c'est dans ces vêtements-là que je l'ai retrouvé pendu». Et il me dit, ben, la phrase, c'est, bah: faut que tu arrêtes la cruche». Et là, elle se met à rigoler. Et elle me dit: «C'est le surnom que me donnait mon frère». Et tout de suite, en fait, déjà, ça l'a illuminée de savoir que son frère était là. Et c'était très marrant. Et son frère est resté à côté de moi pendant que moi je travaillais en soins, et il me regardait, puis il me disait: «Bon, fais ça bien, hein, parce que je te surveille». Puis à la fin de la séance, je lui dis: «Vous savez, votre frère, il m'a dit: "Fais ça bien parce que je te surveille"». Elle me dit: «Mais c'est tout à fait lui. Il était comme ça». Mais ça, tu vois, Marie-Louise, tu peux pas le dire à tout le monde. C'est hyper compliqué parce qu'il y a des gens, il y a quand même une pointe d'humour, il l'appelle la cruche, il était hyper, ouais, il était hyper joyeux, même si cette personne-là, elle s'est pendue, il était hyper joyeux. Et ben, en fait, c'était hyper compliqué à ent ça peut être hyper compliqué à entendre pour certaines personnes. Ça, j'entends, mais moi, je pars du principe que quand on demande, une guidance ou un contact défunt, je pars du principe qu'on a conscience de ça. Et moi, j'ai perdu mon papa en novembre 2022. Je ne voulais pas de contact défunt au début. Pourtant, j'étais Mmh. dans la spiritualité et tout. Je n'en voulais pas. Et parce que c'est terrible quand tu côtoies des gens dedans, hein. Parce que tout le monde a Ouais. un message, Mmh. et c'est insupportable. Tu Ouais. demandes rien, on te balance, enfin, voilà, je reste comme toi très ancrée. Et j'ai demandé un contact défunt à Joëlle Pfeiffer, qui est une amie maintenant, mais une médium, en qui j'ai confiance, parce qu'il y a Ouais. ça aussi. Et elle m'a dit: «Ton père est heureux, il a la paix, on lui fout enfin la paix». Mais Ouais. moi, je le comprends ce message, parce que quand j'apprends son décès, je dis: «Putain, je l'ai tellement emmerdé». Parce qu'il était malade et que je l'ai Ouais. porté et Mmh. que je faisais tout Faut pour qu'il que ça soit se bien. passe au mieux. Et Ouais. ouais. Et Mmh. elle me dit: «On vous lui foutez la paix». Mais moi, je le comprends et c'est papa. Mais Ouais. effectivement, quand tu faut aussi, être prêt à entendre, bah, ce genre de choses, et c'est quelque chose qu'il aurait complètement dit dans la vie, et Ouais. c'est rassurant parce que, les contacts, il va bien, il veille sur vous, il est rempli d'amour, ça va 2 Ouais. minutes, quoi. C'est bateau. C'est Beh, c'est clairement bateau. facile. Et Mmh. une autre petite anecdote, comme ça, où, je suis, dans un barbecue. Alors maintenant, ça arrive beaucoup moins parce que j'ai beaucoup calmé les choses par rapport, justement aux défunts, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi respecter notre vie à nous. Mmh. Je suis dans un barbecue, chez des gens qui croient pas du tout à tout ça. Il y a que potentiellement une femme qui y croit un petit peu, on en parle vaguement. Et il y a une amie à elle qui arrive, qui a perdu son mari il y a 1 an. Heu, cette femme, est complètement, enfin, vraiment pas bien, puis elle a des gros problèmes avec son propriétaire et cetera. Il lui manque un papier particulier. Puis là, d'un seul coup, cette femme arrive, elle se pose à côté de moi. Punaise, son mari arrive, quoi. Et là, je dis: «Waouh, là, ça va être compliqué parce que je la connais pas. Comment je vais lui dire?» Et puis, bah, l'amie qu'on avait en commun lui a dit: «Bah, tiens, Chris, elle connaît un petit peu les pierres, tu peux lui demander et tout». Puis à un moment, je lui dis, je dis: «Bah, écoutez», je dis: «Je sais pas si vous croyez à toutes ces choses-là, mais j'ai un monsieur qui se présente, il est habillé comme ça, il est comme ça et tout». Et elle me tend son portable et elle me dit, «Bah, c'est exactement ce que vous venez de décrire». Et là, elle me montre la photo. Et je lui dis: «Bah, votre mari, me dit en tout cas que vous êtes en train de chercher un papier et que le papier se trouve à cet endroit-là». Et là, il y a tout le monde, hein, à table, hein.
Donc, je te laisse imaginer, tout le monde me regarde avec des yeux, l'autre taré. Et en fait, sa copine, la copine en commun dit, bah non, c'est pas possible, on a regardé, le papier n'y est pas. Le lendemain, elles ont re-regardé dans la malle où j'ai dit, à l'endroit où je l'ai dit, et exactement à l'endroit, ils retrouvent le papier. C'est Mais génial. parce que son mari, c'est lui qui s'occupait des papiers, il savait exactement comment il était rangé. Et donc là, tu es en pleine soirée avec des amis et il se passe ça, et puis bah, tu transmets le message. Mais des choses comme ça, je ne vais pas dire que c'est tous les jours, mais c'est tellement souvent. C'est tellement Mmh. souvent. Mais tu es appris à l'accepter Oui, et maintenant tu es heureuse et épanouie dans ta vie complètement. et tu proposes d'ailleurs des séances à 2, ça c'est pas mal, hein, avec ton mari Ouais. et bravo. En fait, mon mari, il travaille avec les odeurs et avec une technique qui s'appelle le zéro mental pour des libérations émotionnelles. Et en fait, en énergétique, puis avec les guides là-haut, j'arrive à identifier généralement où est-ce que ça bloque en même temps. Donc, sans forcer, bien sûr, je vais nettoyer un premier endroit pour aider la personne à libérer, parce qu'il y a des gens qui réceptionnent, qui sont plus connectés à eux que d'autres. Et donc, bah, ceux qui ont du mal à ressentir dans leur corps, du fait de travailler en énergétique et d'aligner au même moment où eux, ils évacuent cet émotionnel, ça fonctionne super bien. Voilà. Donc ça, c'est une super technique. Et sinon, oui, on travaille aussi en complémentarité, c'est-à-dire que moi, je reçois, pour les couples, par exemple, moi, je reçois les femmes et lui, il reçoit les hommes. Pourquoi? Parce que en fait, il s'avère que les femmes aimeraient que leur mari vienne, mais les maris, quand ils arrivent, ils ont l'impression qu'on est messager de leur femme. Et donc ça, moi, je me le refuse. Je ne suis pas là Mmh. pour transmettre le message de leur femme. Donc, pour que ce soit transparent, mon mari, lui, les reçoit, Patrice les reçoit en fait pour une libération émotionnelle, mais avec la technique et en n'ayant aucune information de nos séances que moi, j'ai pu faire avec la femme. Et généralement, ça donne des très beaux résultats. Ah ça c'est fascinant, ça c'est hyper intéressant et je pense qu'il y en a pas beaucoup qui font ça. Donc Ouais. comme dans toutes les émissions, tous les liens de Chris seront sous la vidéo. J'ai quand même une question pratico-pratique. Donc tu Oui, reçois chez toi, ça on l'a oui, compris, mais est-ce que tu oui. travailles également à distance? Oui, bien sûr, je travaille à distance. Aujourd'hui, j'ai des gens, aux États-Unis, en Slovénie, j'ai des gens, partout. Donc, oui, oui, on n'a aucun souci pour travailler à distance. Donc tout le monde peut Alors contacter pour ma Chris? part, Patrice en Oui, ap olfactothérapie, lui, c'est pas possible. En zéro bah non. mental, c'est tout à fait possible de le faire en visio. Mais oui, les soins énergétiques, les accompagnements, les guidances, tout peut se faire, à distance, bien sûr, et tout est disponible sur le site pour pouvoir le faire à distance, oui. Bah, c'est parfait et le site de Chris est sous la vidéo, tous tes réseaux également et moi j'ai vraiment passé un super moment avec toi et j'ai la question piège de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin? Hem Le mot de la fin, ça va être écoutez-vous et ayez l'audace de vous occuper de vous, en fait. Ayez l'audace de prendre soin de vous, d'accepter, en fait, que vous êtes peut-être pas forcément sur le bon chemin, mais surtout vous respecter et de vouloir avancer pour vous avant toute chose. Et comme j'ai mis il n'y a pas très longtemps sur les réseaux, euh, avant d'aimer correctement les autres, il faut savoir s'aimer soi-même. Et ça, je pense que c'est le plus grand secret de tout pour pouvoir avancer. S'aimer soi-même, ça ne veut pas dire l'ego. Oui, Ça veut tu dire se toujours la petite nuance. respecter. Voilà. Mais oui, mais avec ton parcours, on comprend beaucoup mieux ce que ça veut dire. Eh ben écoute, merci beaucoup Chris, j'ai passé Merci un à toi, excellent Marie-Louise. moment J'ai avec passé un toi. super moment avec toi aussi. Je te remercie infiniment. Je te remercie infiniment de m'avoir proposé, parce que je ne suis pas du tout du genre à faire des vidéos ou autre. Donc, je te remercie infiniment de m'avoir aidé aussi, à m'avoir accompagnée pour faire cette expérience avec toi. J'ai passé un super moment et je te remercie pour tout ce que tu fais. C'est vraiment super et continue parce qu'on passe des super moments à regarder ta chaîne. Ah merci beaucoup, merci beaucoup. À très bientôt et merci beaucoup Chris encore. À bientôt. Merci.